Jouir sans entrave, vivre sans temps mort, tel fut l'un des slogans de la rébellion étudiante de mai 68. Quelques décennies plus tard, peut-être pourrions-nous remplacer jouir par choisir sans entrave. Liberté, ah, liberté chérie, laisse-moi choisir. Choisir et choisir encore, jusqu'à se perdre dans ses choix. Surtout quand on demande à son fils de 1 ou 2 ans ce qu'il souhaite pour son dîner, ou bien ce qu'il veut porter pour aller à la crèche. Est-ce le bon choix côté parents que de laisser trop de choix à nos enfants? Pourquoi et comment sommes-nous devenus obnubilés par le choix en tout genre? Le choix de changer de sexe, le choix de changer de nom, d'avoir un enfant ou pas, de ne pas nourrir. Bref, revenons à nos moutons. Laisser trop de choix aux enfants tue-t-il leur construction? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question avec nos deux invités du jour, qui sont Daniel Marcelli. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Ravi de vous recevoir, cher monsieur. Vous qui êtes quand même professeur émérite. On est lundi matin, tout va bien. Lundi après-midi, surtout professeur émérite de pédopsychiatrie que vous êtes. Ancien président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, évidemment, consacrés à l'enfance et à cette compliquée, cette période, en tout cas délicate, de la vie qu'est l'adolescence. Et donc, vous avez coécrit avec Antoine Perrier, ici présent également, cet ouvrage fondamental, j'ai presque envie de le dire, pour tous les parents qui nous écoutent cet après-midi. Trop de choix bouleverse l'éducation, tout simplement, au moins c'est clair et net, hein, chez Odile Jacob. J'ai la joie donc de recevoir également Antoine Perrier. Bonjour Antoine. Bonjour Marie. Ravi de vous recevoir. Vous êtes également docteur en psychologie de votre côté. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, professeur à la Maison de Solène, la fameuse maison des adolescents, de l'hôpital Cochin à Paris. Pour le service au service du professeur Marie-Rose Moreau, enfin dans le service de la professeure Marie-Rose Moreau. Vous avez également écrit beaucoup d'ouvrages consacrés à la psychothérapie et à la psychopathologie de l'adolescent. Donc cet ouvrage, je le reprécise, donc trop de choix bouleverse l'éducation. Trop de choix. Ça a commencé comment cette histoire de trop de choix, donner trop de choix aux enfants, Daniel Marcelli? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai bon quand je dis que ça vient de 68, quelque part par là? Oh, c'est une évolution sociétale qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles. D'abord, je voudrais dire que les parents, ils ne sont pas fautifs. Les parents, ils ont comme seul désir et principal désir de faire que leur enfant soit bien intégré dans la société. Donc, en général, les parents, ils suivent les préceptes de la société et les valeurs de la société. Il faut comprendre aujourd'hui qu'une des valeurs de notre société, nous parlons des sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle l'autonomie et la capacité de choisir. Vous-même, Marie-Ange, je pense que vous n'avez pas trop envie que votre père vous dise avec qui vous devez vous marier, quel métier vous devez faire, de lui demander à votre mari l'autorisation d'avoir une carte bancaire ou d'exercer son métier. Vous avez accédé durant le XXe siècle à l'autonomie, comme les femmes, et à la capacité de choisir, qui est la caractéristique de l'autonomie, qui est une valeur abstraite. Voilà. Donc, à partir de là, depuis ce siècle, les enfants ont les mêmes valeurs. On élève les enfants, regardez comment les principes éducatifs, c'est de stimuler son autonomie. Et stimuler son autonomie, concrètement, ça veut dire qu'on lui dit que veux-tu, etc. C'est ça le symbole même de l'autonomie, c'est d'avoir le choix. Alors toute la question après que vous posez, et qui est dans notre titre, c'est la question du trop. La question du trop, c'est qu'effectivement, le problème, c'est qu'un peu d'autonomie et de choix, c'est très bon. Trop d'autonomie, c'est très néfaste, et pas d'autonomie du tout, et pas de choix du tout, c'est peut-être tout aussi néfaste. Donc, c'est là-dessus qu'on va discuter. On dit souvent dans l'éducation, l'important, c'est le juste milieu, ou c'est l'équilibre. Je dis tout de suite que le juste milieu, dans un segment, il suffit de 2 mm pour qu'on ne soit plus dans le juste milieu. L'équilibre, il suffit d'1 gramme pour que le plateau de la balance penche. Ce que je veux dire, c'est que l'équilibre, le juste milieu, c'est une position d'instabilité et de déséquilibre permanent. Or, en général, on n'aime pas ça. On veut des théories, on veut des dogmes, on veut des choses bien assises. L'éducation, c'est être en déséquilibre permanent. L'éducation d'un enfant. Ce qui veut dire qu'il faut accepter aussi d'être imparfait. Ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? C'est pas facile à vivre, chers amis. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est pas facile. Bref, même écho pour commencer l'émission, cher Antoine Perrier. C'est vrai que ce slogan, je l'ai retrouvé. J'y ai pensé un peu cette nuit comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais commencer mon intro comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Finalement, on est passé d'un extrême à l'autre. Là, pour le coup, vous parliez de balance. C'est exactement ce qui s'est passé, non, Antoine Perrier? Oui, hein? Comme le dit Daniel, et nous le savons,
la justesse ou une plus grande justesse est toujours dans un équilibre, et l'équilibre est bien difficile. La Oui. société évolue souvent par des mouvements de balancier. Et pour revenir sur ce contexte, vous disiez héritier de 68. Oui, c'est un long processus, Daniel le dit. C'est un long processus qui n'est jamais un processus homogène. Finalement, ce que nous décrivons dans une évolution sociétale vers une valeur de plus en plus prégnante qui est le culte de l'individu, c'est Ouais. un long mouvement. Il y a quand même des points de repère. 1981, un philosophe grenoblois, Gilles Lipovetsky, écrit L'ère du un vide, super hein. bouquin, L'ère du vide, et c'est sur l'individualisme contemporain. Et il pointe cette tendance qu'avait pointé également un sociologue américain, Christopher Lasch, en écrivant en 79, le narcissisme contemporain. Un Ouais. mouvement de société dans lequel la dépendance, Le narcissisme contemporain. le Ouais. narcissisme contemporain. Non, je crois, la culture du narcissisme, Ouais. Christopher Lasch et Pardon, je Gilles vous ai coupé. Lipovetsky, Ouais. et c'est sur l'individualisme contemporain. L'individualisme, c'est effectivement, comme le dit Daniel, le principe d'autonomie. Le principe d'autonomie, c'est un principe de non-dépendance, un principe de liberté absolue dans lequel, poussé à l'extrême, on ne dépend que de soi-même et on ne décide que par soi-même. Par opposition, autonomie à l'hétéronomie, qui est le principe de dépendance à un certain nombre de D'interdépendance. règles qui viennent de l'extérieur. Ouais. Voilà. Et l'éducation, c'est toujours un petit peu promené entre ces tendances-là, mais il y a cette tendance sociétale depuis un petit peu plus de 30 ans qui est quand même très marquée. Juste une remarque, évidemment, en posant ces questions-là, avec Daniel, nous n'avons absolument pas l'idée de défendre un retour en arrière. Je crois que nous avons essayé, par rapport à un certain nombre de questions éminemment polémiques, qui se polarisent très vite en pour ou contre, selon un petit peu On pense à l'air du Caroline temps. Goldman, c'est ça, au succès de... Oh, Et au succès et je- au... je pensais à la question du polémique. genre, qui est aussi On y le arrivera. point de départ de Ouais. notre réflexion. Absolument. Nous avons essayé de nous mettre dans une position de clinicien et de scientifique, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, c'est d'écrire, c'est tenter d'expliquer, ce n'est ni justifier, ni fustiger, ni prendre un parti. C'est une position de tentative de compréhension et d'explication. C'est une sorte de série de nouvelles injonctions. C'est un peu ce que vous dites au début de votre livre, tous les deux. J'ai l'impression qu'on est presque rentré dans un... on est enfermé dans une espèce de série d'injonctions. On a l'impression qu'on choisit. Par exemple, je prends l'exemple du genre. Allons-y. Vous le citez. Allons-y, cher Antoine. Le choix de changer de nom, le choix de changer d'identité, etc. On va comprendre comment ça se passe dans la tête d'un enfant d'abord, dès le plus jeune âge. Mais c'est presque... Est-ce que c'est un enfermement dans lequel nous sommes tombés, au fond? Est-ce qu'on peut parler d'enfermement? Puisqu'il a été cité dans des anciens auteurs, il faut quand même se rappeler dans ce passage justement de l'individu au sujet. Puis aujourd'hui, du sujet à l'individu, en parler un tout petit peu. L'individu, selon Hobbes, philosophe des siècles précédents, quand il en parle, c'est toujours la masse des individus. C'est ces individus qui grouillent. L'individu, dans les philosophies anciennes, c'est l'état de nature de Rousseau, dont l'être humain doit s'extraire pour accéder à l'état civilisé. Il s'en extrait en renonçant à ses pulsions, en renonçant pour devenir un sujet. Je crois qu'il est très important de comprendre que sujet, ça vient du latin subjectum, et la première signification de sujet, c'est celui qui est placé sous l'autorité du Seigneur. Seigneur au terme moyenâgeux, mais aussi Dieu, le chef de famille, etc. Le concept de sujet est étroitement associé au concept d'autorité d'une dimension verticale. À partir de là, les philosophes, dans le XVIIIe siècle, XIXe siècle, ont posé la question de ces sujets qui étaient soumis à l'autorité du roi. Pourquoi soumis à l'autorité du roi? Parce qu'ils renonçaient à leur pulsion, à leur violence, et c'était le roi et le gouvernement qui avaient l'usage exclusif de cette violence d'État, de cette violence instituée, et qui leur permettait de vivre ensemble. Dans ce vivre ensemble, il y a toujours nécessairement des limites et des bornes. Ouais. On ne peut pas vivre tous avec nos pulsions libres à nous. À partir du XVIIIe siècle, effectivement, les philosophes ont commencé à parler d'émancipation. Ces sujets qui étaient soumis à l'autorité du seigneur, l'autorité du chef,
qui devait en toutes circonstances s'y plier. Alors, en fait, on parlait à ce moment-là de l'autoritarisme. On ne parlait pas vraiment de l'autorité. Enfin, c'est ça qui était en cause. Donc, il fallait s'émanciper de cet autoritarisme. Et en s'émancipant de cet autoritarisme, le sujet redevenait un individu. Un individu qui retrouvait son autonomie de décision et sa liberté de choix. Les hommes ont fait cela, ont acquis ce statut dans les années, dans le 18e, 19e siècle. Tout le 20e siècle a été l'accession des femmes à ce statut d'individu. Et aujourd'hui, les enfants, dès la naissance, sont élevés dans cette idéologie et cette illusion. C'est l'illusion que l'être humain est là, parfait. Alors, nous, puisque nous sommes dans une radio chrétienne, eh bien, on peut dire aussi que c'est un peu le message divin. Dieu a créé l'être humain à son image et l'âme lui vient dedans, tout fait. L'être humain est tout fait. Pourquoi les peintres au 15e, 16e siècle peignaient Jésus comme un petit adulte en miniature avec une tête, de la morphologie, non pas d'un bébé, mais d'un adulte? Pourquoi, selon vous? Parce qu'il n'était pas pensable que Jésus soit un enfant. D'emblée, il était un adulte avec toutes les capacités et les compétences de l'adulte. Donc effectivement, dans les philosophies et dans les religions, l'enfance de l'être humain, c'est toujours quelque chose d'un peu bizarre. Un adulte miniature. Avec quand même... Non, l'adulte miniature, c'était justement la compréhension religieuse pour supprimer l'enfant. Pour supprimer l'enfant de nous, notre enfant avec lequel on travaille, l'enfant d'Antoine psychologique, l'enfant psychanalytique. Eh bien, cet enfant-là, c'est un être humain fondamentalement dépendant. Vous n'allez pas contester le fait qu'un bébé, c'est un être humain dépendant. On est bien d'accord. Or, aujourd'hui, à peine sait-il marcher qu'il faut qu'il soit autonome. C'est vrai. Comme si la dépendance était devenue une pathologie. Il faut que la diversification alimentaire se fasse très tôt. Tout ça. Alors, pourquoi ces enjeux-là? C'est parce qu'effectivement, il y a derrière le mythe de l'individu qui serait un être humain tombé du ciel, j'ai envie de dire, déjà fait, qui n'a pas de dette à l'égard de la société, qui n'a pas de dette à l'égard de ses parents. Donc nous sommes tous, et je vais utiliser un mot fort, pervertis par cette idéologie-là. Mais en même temps, nous en profitons tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui vous concerne. Donc à la fois, vous êtes une tenante et une fervente désireuse d'avoir votre statut d'individu, et en même temps, vous voyez bien que ce statut est compliqué. Ouais. Le problème, c'est que jusqu'à présent, pour devenir un individu, les hommes et les femmes devaient conquérir ce statut en ayant été élevés comme des sujets de leur histoire familiale. Aujourd'hui, les enfants, on les élève dans l'illusion, et c'est une illusion culturelle, ce n'est pas la nature, dans l'illusion culturelle qu'ils sont des individus dès la naissance. Tout le problème de l'éducation est là. Ouais. Au passage, quand on passe du sujet chez un enfant au statut d'individu, vous voyez bien qu'on écroule le problème de l'autorité. Puisque les individus, c'est horizontal, alors que l'autorité, c'est vertical. Donc je dois respect à cet enfant qui est mon égal. Finalement, c'est un peu ça que vous voulez dire. Vous devez respect à cet enfant parce qu'il a un potentiel nettement supérieur au vôtre. Et qu'aujourd'hui, le potentiel, c'est ce qui décide des critères. Et ça donne quoi, ça, 20 ans plus tard? Antoine Perrier, enfin pardon, je vous laisse réagir d'abord. Oui, je réagis une chose, plutôt je l'attrape et je la poursuis. Au plan sociétal, il y a une conséquence sur cet individualisme contemporain que nous observons sans toujours prendre la mesure de la façon dont il pénètre nos habitudes, nos comportements, nos dispositions internes. C'est que, comme le dit Daniel, subjectum, le sujet qui est et qui grandit et qui s'émancipe à partir des dépendances à une autorité, le principe régulateur, c'est effectivement l'autorité. Dans les sociétés individualisme, l'autorité se dérobe au profit de la séduction. C'est violent ce que vous dites cet après-midi. La séduction, c'est-à-dire la séduction, c'est-à-dire quelque chose que connaît bien Daniel parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus, c'est-à-dire que l'autorité suppose un principe d'acceptation d'une forme de dépendance. Lorsque ce principe est renié, établir un lien avec l'autre expose toujours à la tentation de l'emprise et à des principes de séduction. Quand je veux que l'enfant m'obéisse, mais que je ne suis pas à la fois en position, pas plus que l'enfant n'est du
de son éducation en capacité d'accepter et de vivre avec cette autorité qui induit cette dépendance, eh bien la tentation est de fonctionner sur le mode de la séduction. De la pâtée. De la pâtée, dans la mesure où, comme le dit Antoine, dans la mesure où aujourd'hui, tout ce qui serait de la force et de la contrainte par la violence a été réprimé. Et je suis un fervent soutenant de cette condamnation de la force. Mais la force, comme la séduction, ce que tu es en train de dire Antoine, la force comme la séduction, c'est exercer le pouvoir sur l'enfant. C'est pas exercer l'autorité sur l'enfant. Et donc effectivement, l'usage actuel de l'autorité, de la séduction dans notre société, ça vient de là. Alors, petite incise, et je rends la parole à Antoine, vous avez comme souci d'éduquer vos enfants. Éduquer, ça vient du latin exducere, conduire à l'extérieur. Oui, conduire à l'extérieur, pas voilà. élever comme chose avec je des vous mains, signale que séduction, ça vient du latin seducere, conduire à l'écart ou conduire à soi. Wow. Donc la question est de savoir quelle éducation on donne aux enfants quand on est... Que veux-tu mon chéri? Dis-moi ce que tu veux, etc. Quand on est veut lui plaire, en fait. On veut lui plaire, c'est ce qu'Antoine est en train de dire, de séduction. Je te rends la parole, cher non, parce que c'est la nouvelle poupée, figurez-vous, qui va avoir la parole. Ça tombe bien dans cette émission. Victoria Postnikova, et à tout de suite. Laisser trop de choix aux enfants tue-t-il leur construction? Eh bien, réponse, réflexion, avec nos deux spécialistes, Daniel Marcelli, professeur émérite de pédopsychiatrie, Antoine Perrier, docteur en psychologie. Ils ont écrit ensemble, trop de choix bouleversent l'éducation. Et pas forcément que en bien, on a pu le comprendre dans cette première partie d'émission, si vous nous rejoignez. Donc cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, fraîchement paru. Effectivement, Antoine Perrier, les exemples fleurissent, évidemment, on va en parler. Exemples dans l'enfance, plutôt racontés par Daniel Marcelli, et des exemples liés plutôt côté période d'adolescence avec vous, Antoine Perrier. Trop de choix tue l'identité, tue la verticalité, tue la construction. Au fond, s'il fallait répondre à cette question maintenant. Vous me posiez une question importante qui est de me dire, vous me disiez, mais au fond, quand on décrit ces caractéristiques éducatives qui façonnent nos petites têtes blondes et brunes, qu'est-ce que ça peut donner? Deux choses. Une chose importante que disait Daniel, c'est-à-dire que à partir du moment où s'offre un choix, où on laisse l'enfant, où on l'amène à se construire dans cette illusion qu'il peut avoir le choix sur tout, eh bien, là où dans la position de sujet, l'enfant puis l'adolescent s'émancipaient dans une conquête qui était une forme de révolte pour conquérir sa propre liberté, son autonomie bien légitime. Il la construisait contre l'autorité et les limites posées par les adultes. L'enfant qui est éduqué dans cette position d'individu et cette injonction et ce principe absolu qui est qu'en tant qu'individu, il doit avoir le choix sur tout, eh bien, il n'est plus dans la révolte, il est au moment notamment de l'adolescence dans la revendication. Expliquez-vous. Eh bien, la revendication, c'est-à-dire je veux et j'exige. Je veux et j'exige que mes désirs soient satisfaits. Je ne tolère pas la frustration. Voilà. Puisqu'on m'a jamais appris à la supporter. En tout cas, oui, on m'a en tout cas jamais appris. On n'a pas créé les conditions pour que je m'y frotte de façon assez équilibrée. Daniel reviendra là-dessus. L'autre point, c'est que à partir du moment où s'entretient cette illusion qu'on peut avoir en tant qu'enfant le choix sur tout, eh bien, le développement de l'enfant, le passage à l'âge adolescent est un principe de réalité qui lui renvoie quelque chose d'assez redoutable, qui est qu'au moment de l'adolescence, eh bien, la puberté conduit à des changements très importants sur lesquels l'ex-enfant n'a pas de choix. On ne choisit pas sa taille, on ne choisit pas les changements de son visage. Son corps. Et maintenant, effectivement, on pense à tous ces exemples. Terrifiants. Et que dans cette perspective-là, l'arrivée de l'adolescence peut être quelque chose de très, très difficile. Et même de bouleversant, là, pour le coup. Et de bouleversant. Alors, voilà, l'adolescence a toujours été un moment de grand changement, a toujours été un moment difficile. Il y a, dans l'enfance comme dans l'adolescence, des choses qui ne changent pas. La puberté, elle existe depuis que l'être humain existe. Mais par contre, ces changements sociétaux,
ces bouleversements éducatifs font que, et nous le voyons bien, les enfants aujourd'hui, à certains égards, et les adolescents ne sont pas ceux d'hier. Ouais, tout simplement. Écoutez, on peut retourner chez nous maintenant. Alors maintenant, je vais vous soumettre, on va parler d'exemples parce que ça va parler à nos auditeurs. Exemple de la vie quotidienne. J'imagine que vous en avez plein en tête l'un et l'autre. Voilà, je vais chercher des bottes de pluie pour ma fille, Adèle, qui a toujours 2 ans, pour les auditeurs qui ne la connaîtraient toujours pas. Voilà. Et là, dans un magasin de sport, voilà, que tout le monde connaît, et j'assiste. Alors moi, je prends, voilà, il y avait 3 couleurs différentes. Je prends celle qui est, voilà, la première qui était devant moi. Je me suis pas compliqué la vie pour ma fille qui a 2 ans, donc je me suis dit que j'allais pas lui poser la question du choix des couleurs quand même. Je ne suis pas du tout parfaite sur ce plan-là des choix, mais en tout cas là, c'était évident pour moi. Je choisis la première paire de bottes. Elles étaient rouges. Bon, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Je prends du 22 et là, je vois une scène assez étonnante à côté de moi. Une maman, un papa et leur fils. Je ne me souviens plus de son âge exact. Il devait plus ou moins avoir 2 ans aussi. Et donc, il savait à peine parler, pas vraiment. Et là, la maman s'acharne, en lui demandant quelle couleur il voulait. Donc, entre le jaune, le bleu et le rouge. Mais ça a duré, je sais pas, 10 minutes. Et plus l'enfant montait, il commençait je le sentais complètement oppressé. Et la maman qui comptait, mais tu veux quoi? Mais réponds, mais tu veux quoi? Mais tu veux quoi? Et ça s'est fini par terre, roulé en boule, etc., etc. Interprétation de Daniel Marcé. Oui, cet exemple est assez caricatural, avec d'un côté une maman qui est d'une nature un peu pressée, une petite fille Adèle qui reste à son niveau de petite fille, et qui prend les bottes rouges, voilà. Oui, écoutez, bon. Et à côté de ça, ces 2 parents, probablement à l'écoute de ce que la société leur dit de faire, à l'écoute, et qui met quoi? Qui met ce petit garçon dans un embarras absolument terrible. Parce que la première remarque, c'est douloureux pour les enfants. Tout choix implique un renoncement. Donc tout choix implique de souffrir. Parce qu'on n'a pas choisi, il y a tout ce qu'on n'a pas choisi auquel on doit renoncer. Donc dans le principe même du choix, il y a le renoncement. Et on ne peut pas choisir sans avoir appris à renoncer. Ça, c'est le premier. Or, le renoncement, c'est quelque chose de culturel, c'est précisément pas dans la nature humaine. Ensuite, quand on élève l'enfant avec ce trop de choix, dis-moi ce que tu veux. Alors, il va finir par dire à un moment, moi, l'idéal là pour ce garçon, s'il était malin, il dirait une rouge à droite, une bleue à gauche, et puis là, j'en prends une troisième, j'en prends 3 bottes, je prends 3 bottes, voilà, et je tourne. Voilà. C'est ça la réponse. Donc c'est une réponse hors norme et hors société, et dans une forme de folie. Ce qui veut dire que le choix poussé à bout conduit à quoi? Conduit à la tyrannie du désir. Et plus il y a de tyrannie du désir, plus l'enfant devient l'esclave de la tyrannie du désir. Ça le rend donc pas heureux si bien sûr, en général les enfants sont pas si heureux que ça. Et la tyrannie du désir, elle a 2 extrêmes. Quand effectivement on n'arrête pas de demander le choix à l'enfant, et cette tyrannie de l'excès de choix, elle produit aussi quelque chose d'autre. Une deuxième, ce qu'a ébauché Antoine, c'est que effectivement, quand l'enfant a toujours le sentiment que c'est son désir qui passe d'abord, eh bien pour l'enfant, dans son éducation, c'est l'idée que le rapport à lui-même, ce qu'il désire, prévaut sur le rapport à l'autre et sur le rapport à la société. Ça s'appelle le narcissisme dans notre jargon à nous. Donc effectivement, l'éducation d'aujourd'hui, c'est privilégier le rapport à soi sur le rapport à l'autre. Alors que l'éducation traditionnelle, ça a toujours été, d'abord l'autre. Dès que l'enfant marchait, de lui apprendre que le rapport à l'autre précédait le rapport à soi. Ce qui, dans certains excès, peut conduire à des enfants qui souffrent. Mais là encore, on est dans l'excès. De même que dans la tyrannie du désir, il y a un autre excès, c'est l'enfant qui n'a jamais de satisfaction d'aucun de ses désirs. Quand aucun désir n'est satisfait, vous avez un sentiment de frustration universelle, de rage, de manquer de tout, surtout comme dans une société comme la nôtre, vous voyez plein de gens qui peuvent satisfaire leurs désirs. Donc effectivement, la difficulté pour les parents, c'est le discernement, je dirais, et de savoir, eux aussi, de choisir les moments où
ils imposent un peu leur choix, et d'autres où on laisse à l'enfant la liberté de Et choisir. je ne vous parle pas au petit parc des parents de plus en plus nombreux, je suis désolée de le dire, mais moi c'est ce que j'observe tous les jours en tant que maman et en tant que journaliste quand même, qui traînent toujours Ouais. un petit peu quand même. Et effectivement, les parents ne veulent plus prêter rien du Non, tout, non, c'est-à-dire mais ni la balançoire, ni oui. les jouets, ni Et rien. la solution politique, effectivement, c'est d'exiger de tous les parents, exigent que pour la ville de Paris, il y ait un parc pour un enfant, avec la totalité des jeux pour cet enfant. Comme ça, effectivement, chaque enfant pourra jouer à la totalité des jeux sans être ennuyé par les autres. Alors, et effectivement, et par exemple, vous avez, je suis sûr que vous le dites, je suis sûr que vous le dites, on a fait disparaître le mot autorité. Ouais, Et on tente maintenant, pour le cacher, de réintroduire le mot le vivre ensemble. ouais. Ah, comme c'est drôle, le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble? C'est l'autorité du groupe, l'autorité des limites. Mais comme l'autorité est un mot, comme diraient les enfants, cacaboudin pour la société, bah, il faut inventer des termes qui cachent ce mot Ouais. et réintroduire chez les individus qui ont effectivement ce sentiment que le rapport à soi précède le rapport à l'autre. C'est pas par hasard si on parle de pathologie narcissique, dans notre langage à nous, de pathologie limite. C'est-à-dire, effectivement, ces pathologies limites, c'est des pathologies de l'intériorisation du surmoi. Le surmoi étant à l'intérieur de l'individu l'équivalent sociétal de l'autorité. De l'interdit et Voilà. du permis défendu. Voilà. Et donc, effectivement, on est dans les états limites avec ces défaillances-là qui montrent très cruellement pour les parents cette difficulté. Alors, soyons clairs, quand l'enfant est élevé avec ce principe de qu'est-ce que tu désires, etc., il devient, je dirais, l'esclave de son désir, avec la tyrannie du désir. Et il y a deux stratégies face à ça. C'est dès que j'ai quelque chose, bah, je veux autre chose. Et les enfants sont alors traités de capricieux par les parents, c'est-à-dire on fait porter sur leur dos la faute de ce qui sont des errances éducatives. Des errances éducatives. Et les adolescents qui ont compris qui sont parfois un peu plus malins, la stratégie pour avoir le choix, c'est de ne rien choisir. Parce que quand je ne choisis rien, j'ai le choix. Ça donne- Je garde, c'est-à-dire la possession du choix devient presque plus importante et elle a peur de se tromper souvent. Alors c'est souvent formalisé comme la peur de se tromper, la peur de faire le Des mauvais enfants choix. qui ont eu trop de choix, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous raconter, Antoine Perrier, 15 ans plus tard, ça donne ça. Ça donne un enfant un adolescent ou un jeune, voire après un adulte qui est incapable de faire des choix. C'est ça? Par exemple. En tout cas, ça peut. Hein, vous comprenez bien Ça peut. qu'on n'est pas dans des déterminismes univoques, mais oui, en tout cas, face à cette tyrannie du choix ou face au fait que choisir et se sentir en devoir d'avoir à choisir, ça peut conduire, et c'est ce que nous voyons dans la clinique, à en tout cas deux parmi multitude de symptômes, en tout cas deux situations assez caricaturales et extrêmes, qui sont choisir sans prendre la mesure du choix, et tout choix doit conduire à un autre choix, et on est dans cette espèce de quête agitée permanente, consumériste et en même temps un peu pourvoyeuse d'une sorte d'hyperactivisme dans le choix, Ouais. ou à l'inverse, une sorte d'inhibition Ouais. et de tétanie, le refus de choisir, une sorte de désengagement de à quoi bon, Ouais. qui est une façon, c'est ça qui est important, et ce que nous disons, c'est qu'il y a dans cette impossibilité à choisir qui s'accompagne souvent d'une sorte de mise en sommeil du désir, eh bien, Mise en sommeil du désir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais de quoi as-tu vraiment envie? Je ne sais Wow. pas. Qu'est-ce que tu veux faire? L'école? Ce Mais qu'on appelait l'année jadis, prochaine, ce qu'on appelait jadis les gosses de riches, quoi, qui disaient ça. Oui, enfin, voilà. oui, je ne sais Ouais. pas si c'était vraiment La l'apanage mentalité des du, gosses de- entre guillemets, gosse de riches. Mais Maintenant, c'est devenu, surtout, le point important, c'est que derrière ce qui semble être une mise en sommeil du désir, il y a dans cette inhibition le fait de maintenir tous les possibles. Encore une Ouais. fois, on revient Ouais. à la terreur du renoncement, et ne pas choisir, mettre les choses en suspens, c'est maintenir la virtualité de tous les possibles. L'illusion que tous les possibles sont... Je crois Ouais. qu'aujourd'hui, des adolescents sont incapables de dire ce dont ils ont envie pour leur avenir d'études, Ouais.
non pas parce qu'ils n'ont pas d'envie, mais parce que l'idée d'être amené à choisir ceci plutôt que cela est ouais. tellement terrifiant que finalement, n'avoir envie de rien est une façon de maintenir virtuellement tout possible. Ouais. Ce qui, évidemment, a des conséquences terribles, ce qui est un paradoxe, mais c'est ce paradoxe-là que nous pointons et qu'on voit dans notre clinique. Et Les voilà. adolescents ne sont pas Daniel Marcelli. un paradoxe de plus, hein, effectivement. Et puis, il y a un avantage en plus dans ce qu'est en train de dire Antoine, quand l'adolescent est dans cet immobilisme, dans cette espèce d'apparente passivité, d'apparente inertie, Ouais. avec souvent le malaise bien dit par Antoine, en même temps, autour de lui, les parents s'excitent, la société s'excite, tout le monde s'excite. Et les adolescents aiment bien projeter leur propre excitation interne dans le monde et dans l'extérieur. Et plus on est excité à l'intérieur de soi, à l'extérieur, plus l'adolescent risque d'être dans cette attente, dans cet immobilisme. Donc il a double bénéfice. Le bénéfice de ça, enfin bénéfice entre guillemets, parce que c'est un bénéfice qui le sabote. Qui le lui-même. perd, Voilà, il exactement. se fait au long de cours, mais il est dans cette position. Ouais. Donc il faut bien comprendre que dans ce trop de choix, il y a quand même des difficultés éducatives majeures, à la fois dans effectivement cette prévalence de la position narcissique, le rapport à soi avant le rapport à l'autre, et aussi dans effectivement l'intolérance à la moindre frustration et la moindre souffrance, parce que le choix c'est le renoncement. Et si dans l'enfance, l'enfant n'a pas appris cela, c'est quelque chose qui va devenir impossible pour lui. On dit souvent, et vous êtes peut-être la première à le dire dans vos émissions, qu'il faut donner des limites aux enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais bien. Après, j'avais Oui. peur que vous me disiez dans ma vie. Oui, que- vous êtes d'accord avec cette expression? Bien sûr, je suis Mais d'accord. alors, moi, pourquoi mais- faut-il des limites? Alors, si vous êtes avec un psychologue, il va vous dire, parce que la frustration est nécessaire. Vous pensez qu'effectivement, il faut frustrer les enfants? Puisque la frustration et la limite, c'est très proche l'un de l'autre. Vous êtes déjà un petit peu plus ennuyé. Parce que, évidemment, la frustration, on Ça en nous a fait pas beau- plaisir de le faire, ça je nous pense. fait pas plaisir. Ah, voilà, le plaisir des Très parents. honnêtement. Ça, c'est très parent. Mais pourquoi il faut frustrer les enfants? Est-ce que c'est pour des motifs judéo-chrétiens et qu'il faut les frustrer, etc. C'est pas ça. Moi, je suis psychiatre et j'essaye de penser au plus proche de ce que l'on appelle le psychisme. Quelle est la bonne réponse alors? Il est nécessaire pour un petit enfant, entre 18 mois, de l'âge d'Adèle et un peu plus, de le confronter de temps en temps. De temps en temps. Une fois tous les 15 jours D'accord. ou par semaine, de le confronter à la souffrance d'un désir non satisfait. À la souffrance d'un désir non satisfait. C'est par là qu'on peut acquérir Vous avez des une exemples forme à de nous donner? liberté par rapport au désir. D'accord. Sinon, le désir devient votre tyran. Donc, si vous... Alors, évidemment, c'est des exemples quotidiens de la vie des petits-enfants. À un certain moment, les parents censés dire c'est comme ça, c'est pas... voilà. Puis l'enfant boude un peu. Reconnaissons quand même qu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quand même pas des catastrophes. Et Non. une fois de temps en temps, eh bien, ça structure l'enfant. Ça lui apprend que son désir n'est pas souffrant. Eh bien, juste après l'apprentissage des limites version de Julien Doré, je vous propose de nous donner des pistes justement pour faire accueillir, faire accepter cette frustration le mieux possible à nos enfants. Allez, à tout de suite. Et voilà pour les limites de Julien Doré. Mes invités n'en ont pas beaucoup de limites cet après-midi dans cette émission. Je plaisante évidemment. Daniel Marcelli et Antoine Perrier sont là pour répondre à cette question ô combien délicate. Je ne pense pas qu'il suffirait de 52 minutes pour y répondre complètement. Laisser trop de choix aux enfants tue-t-il leur construction? La réponse est évidemment oui. Quand c'est excessif, on l'a bien compris. Daniel Marcelli, c'est vrai que j'avais bien envie que vous racontiez maintenant l'exemple des yaourts, du choix des petits Suisses. Enfin, c'est ces choix du quotidien, quoi, hein, qui nous torturent quand on est parent. C'est pas simple. Il y a des façons de faire pour justement. Bien sûr, bien sûr. Ce Et que après, on j'évoque entendra dans Antoine. l'ouvrage, c'est cet enfant qui est devant. Il restait plus que 2 yaourts, bon, à la fraise et à la vanille. Ouais. Et la maman lui dit évidemment, quel yaourt veux-tu? Je précise que la fillette, elle a à peine 2 ans. Enfin, donc voilà. En plus, les produits industriels, on ne sait pas toujours très bien la différence de goût. Donc la petite fille dit évidemment la fraise parce que ça devait représenter quelque chose. La vanille, c'est plus abstrait. La maman prend la vanille, mange son yaourt et la fillette traînant. À la fin, quand la maman a fini son yaourt, la fillette se tourne vers la maman et dit c'est celui-là que je voulais le yaourt à la vanille. Et donc, il n'y en a plus. Donc la maman est un peu en colère. Elle traite d'ailleurs sa fille, enfin elle me pose la question, mais ma fille n'est-elle pas un peu caractérielle?
Parce que c'est elle qui a choisi le yaourt à la fraise. Vous voyez, on fait après on fait porter le poids du choix Enfin, je ris, sur, mais, sur presque une pathologie de l'enfant, et Ouais. caractérielle, vous voyez, puisque Ouais. je lui ai laissé choisir. Et alors je lui dis, bah, vous savez, madame, à 2 ans, 2 ans et demi, À on ne 2 connaît ans, pas très quoi. bien la différence entre les deux yaourts. En plus, un enfant de 2 ans, ce qu'il aime, c'est ce que sa maman mange avec plaisir. Ah oui. Donc évidemment, elle vous voit. Donc Comme elle est prise maman. dans un paradoxe. Ah, bah, elle me dit oui. Alors ouais, je lui dis, écoutez, la solution, c'est yaourt nature tous les soirs, si vous Ouais. voulez, ça sera plus simple. Ou alors vous faites ce soir, si tu prends ça, et demain tu auras l'autre. Ou alors vous décalez un petit peu. Vous dites, on va tirer au sort, on va tirer voilà, et puis puis demain tu auras l'autre. Mais vous la confrontez au choix, et c'est pour elle quelque chose elle se prend les pieds dans le tapis. Ouais. Et voilà cette petite fille traitée de caractérielle. Donc, et c'est ça le risque, ou traitée de capricieuse, comme on voit Parce plein que le d'enfants. choix en soi n'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que si on demande, tu préfères ça ou ça, c'est pas dramatique à un Non, moment non donné. seulement c'est pas dramatique, mais c'est la base de l'éducation. Ah bon? C'est d'accepter que l'enfant ait des Parce que préférences. moi, je me torture quand je fais ça, je vous signale. Hein. Ouais, Je me dis, mais si, je l'enfant, devrais pas. aujourd'hui, fondamentalement, l'enfant, Adèle, elle a le droit d'avoir ses préférences, D'accord. SES, et pas nécessairement vos préférences. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté, et ça, je suis d'accord avec ça. C'est un progrès considérable. Maintenant, Le problème, c'est le chemin par lequel on passe pour permettre à l'enfant de découvrir ses propres préférences. Car il y a une illusion aujourd'hui dans l'éducation, c'est que l'enfant, dès la naissance, aurait dans son bagage neurologique toutes les compétences pour tout choisir et tout ouais, faire. c'est ça. Comme si tout était dans son neuro. Et alors là, on arrive effectivement à la question qui tue, le changement d'identité, qui stresse, qui hante nos parents, les parents qui nous écoutent aujourd'hui, et on reconsacrera évidemment d'autres émissions à ce sujet. Antoine Perrier, c'est quand même le grand fléau qui fait peur à tout le monde, qui n'est pas un fléau du tout pour les adolescents qui traversent cela. Comment on s'y repère là-dedans? Comment on s'y retrouve et comment on en est arrivé là surtout? Et boum, vous avez 10 minutes. Bien du plaisir. Alors, Non, je ris, mais c'est pas drôle. en tout cas, dans cet ouvrage, nous sommes efforcés de défendre un point de vue qui est que il y a une différence pour nous très importante à opérer entre des trajectoires d'enfants et d'adolescents qui se construisent dans une identité de genre qui ne correspond pas à leur identité biologique, qui ne correspond pas à l'état de leur corps, D'accord. et qui vont, par nécessité impérieuse, vouloir mettre en adéquation leur corps avec leur identité de genre. En un mot, ceux qui vont aller vers une transition. Oui, ceux qu'on appelle les transsexuels Ceux ou les que l'on transgenres appelait, de voilà, manière, on appelait ça Voilà. les transsexuels. Aujourd'hui, Oui. On dit pour plus des tas de transgenre. raisons de dépathologisation, on parle de transgenre, mais je crois qu'il y a justement une grande différence entre quelque chose qui, encore une fois, dans des trajectoires individuelles, est respectable et on ne le met en rien en cause. C'est-à-dire que de jeunes adultes, par la transition, c'est-à-dire par des interventions thérapeutiques qui mettent plus en adéquation leur corps avec leur identité de genre, s'en trouvent plus apaisés, s'en trouvent plus heureux, nous le respectons totalement. Mais je crois qu'il y a là quelque chose, un chemin qu'il faut bien différencier des interrogations identitaires, notamment des adolescents, sur la question du genre. Et cette différence, elle nous paraît importante parce que là, de ce point de vue, on est confronté à quelque chose qui nous semble être une caractéristique assez nouvelle de l'ère du temps. À savoir que, pour les raisons qu'on évoquait avant, Oui. je crois que les interrogations identitaires de l'adolescent sur de multiples dimensions de son identité Oui. sont pris dans cette évolution, se sont pris dans focalisent. ces évolutions sociétales. Donc là, il y a deux choses qui jouent sur cette question, nous semble-t-il, sur cette question des interrogations identitaires des adolescents d'aujourd'hui. C'est d'une part ce dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire ce qui nous semble être des changements importants dans les principes éducatifs, la question du choix. Et puis autre chose quand même qu'il faut bien dire, c'est que
La question du genre a évolué au cours, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah Et bon? notamment Ah oui. études sur le genre, les études sur le genre aux États-Unis ont permis d'opérer ce qu'avec Daniel on appelle une décoalescence entre le sexe biologique et la question du genre. Ce que vous êtes en train de nous raconter, parce qu'il faut Oui. quand même faire court et que les auditeurs comprennent bien, sans trop rentrer dans le détail de votre Ouais. ouvrage, de votre ouvrage collectif, qui est quand même passionnant, c'est qu'en fait, dans certains cas, c'est OK, c'est une... il y a une bonne raison, mais dans la plupart des cas que l'on voit aujourd'hui, il y a quelque chose d'idéologique, comme s'il fallait suivre le vent du multi-choix Ah. et du... Non, il n'y a pas Bah, quelque chose de ce ordre-là? ce qui me gêne, c'est que vous dites qu'il y a une bonne raison de les autres, il y a sous-entendu une moins bonne raison pour les autres. Non, c'est ce pas qu'a ça que je veux voulu- dire, mais... Ce qu'a voulu dire très précisément Antoine, c'est qu'il y a un tout petit nombre d'êtres humains qui, effectivement, bon, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, sont mal à l'aise et refusent. Ça a toujours et leur existé, genre. ça, de toute façon. D'ailleurs, ça a Oui, toujours finalement. existé. Oui, Et ce on le voit nombre-là, dans l'histoire. est Oui, relativement bien sûr. minime, c'est de l'ordre de 1%, Voilà. peut-être moins. Et aujourd'hui, il y a effectivement Un effet de un masse. nombre important de jeunes. Et il faut comprendre pourquoi. Et dans ces deux, ce que nous mettons en Ouais. avant, c'est qu'il y a deux raisons pour ces jeunes. C'est depuis la naissance, on leur demande ce qu'il y a le choix qu'elles ont eu. Tout ce qu'on a Or, dit. la puberté ne demande pas le choix à la tête de l'adolescent. La puberté transforme le corps. Et Point. surtout, à la puberté, le sexe qui pour le besoin sexuel, on va dire, qui dans l'enfance était relativement faible et n'existait pas trop, d'un seul coup explose dans le corps de l'adolescent. L'adolescent ne peut plus ignorer le sexe que porte son corps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est... Et c'est pas une demande du corps à la tête. La tête n'est pas consultée. Et la deuxième chose, les adolescents, à l'éducation, partout dans l'école et partout ailleurs, ont appris ce qui est une réalité, que le genre est une construction sociale qui varie d'une société et d'une culture à l'autre et qui a mille et une manières d'être masculin ou d'être féminin selon les cultures, d'être un homme en termes de représentation sociale et d'être une femme. Et donc cette construction arbitraire, comme toute construction culturelle, sociale et arbitraire, on peut jouer avec. Ouais. Donc c'est là où on revient, ce décollage, cette décoalescence entre le sexe et le genre. Comme disaient mes nièces qui ont une vingtaine d'années, elles me disaient que personne, c'était évident, elles me disaient, Oui. mais chère vieille tata que tu es, Oui. dinosaure que tu es, nous te répondons à ta question. Oui. Tout le monde autour de nous, des petites écoles bien catho, etc., peu importe, dans des lycées catho ou pas, tout le monde s'interroge maintenant. Bien sûr. À un moment. Alors Oui. que dans mon époque, c'était Oui, tout le oui, cas. Moi, parce j'avais que- 40 ans, parce qu'on mais a jamais ouvert- on se posait la question. Parce qu'on a ouvert un nouveau Une choix. porte. Oui, On a c'est ça. ouvert une On- porte et je persiste à dire que l'ouverture de cette porte, c'est une accession à une Absolument. liberté nouvelle Mhm. des êtres humains. La question, c'est est-ce que nous sommes physiologiquement faits pour être libres? Ça, c'est une autre question. Mais la liberté humaine, si on passe comme principe, et vous êtes une femme apparemment, Merci. je pense que vous J'espère tenez que- certainement à la liberté des femmes, il faut pousser la pensée jusqu'à son paroxysme. Les ados d'aujourd'hui savent qu'ils ont un choix nouveau, qui est le choix du genre, qui est un choix parfaitement culturel. Le grand problème, et c'est ce que va évoquer peut-être Antoine, c'est quand des jeunes de 13-14 ans, voire s'engagent dans des choix, quand on les pousse dans des traitements qui deviennent dangereux pour eux, pour leur vie Et actuelle. on a C'est vu là le problème. de multiples Voilà. reportages qui Voilà. fleurissent de plus en plus Oui. justement sur ce sujet qui alerte et alarme vraiment. Voilà, hein. et donc il y a je crois, Catastrophique. dans la polémique aujourd'hui, un millimélo de ces questions-là. Il y a une question qui revient, enfin qu'on me pose parfois, qui revient souvent et qu'on entend, une maman ou un papa qui dit voilà, mon fils mon fils de 7 ans veut mettre une jupe. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec une vraie inquiétude qui est, alors, est-ce que ça veut dire que mon fils veut devenir fille? Et avec dans la tête des parents, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il voudra se faire opérer, Bonne question, hein. etc. Mm. Bon, à cette question-là, ce que j'ai envie de répondre, c'est que il veut mettre une jupe. Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'une femme à Paris voulait mettre un pantalon, eh bien, il fallait demander une autorisation à la préfecture de Paris. Quand on y pense, hein. Et je vous assure que c'est Et il n'y a c'était pas pas si si longtemps que ça, ouais, c'est ça. et que on obtenait, les Ça va femmes le barrer. obtenaient cette autorisation dans 2 cas, soit parce qu'elles effectuaient un métier d'homme, soit parce qu'elles avaient une raison médicale à ne pas pouvoir mettre de jupe. Aujourd'hui, vous mettez un pantalon
Et de mettre un pantalon ne vous paraît pas signifier au reste du monde que vous hésitez là entre être un mâle ou une femelle. Le petit garçon qui veut mettre une jupe à 7-8 ans, Oui. s'il a envie d'aller jouer un petit peu avec la poupée et voir un peu du côté de la culture des filles, qu'est-ce que ça peut finalement, si effectivement tout de suite on ne le traite pas de nom stigmatisant, ce petit garçon aura peut-être une reconnaissance de ce qu'est le statut de fillette puis de femme, une reconnaissance de ce qu'est le statut d'homme. Franchement, est-ce que vous croyez que depuis 2-3 siècles, les rapports entre les hommes et les femmes sont si exemplaires que ça? Est-ce que vous croyez que les femmes maltraitées, battues, violentées, etc., est-ce que si on adoucissait un peu les rapports entre les sexes, notre société ne serait pas un peu meilleure? Alors, il faut peut-être arrêter d'être... Donc, je rends la parole à L'excès Antoine. n'est jamais ce qu'on disait avant de rentrer dans ce sujet. De toute façon, tous les excès il y a un problème dans les excès, quoi. Oui, C'est un et peu puis ça, ce que finalement, les études de genre au cours des dernières décennies ont amené, c'est certainement pas une contestation de la différence des sexes. C'est-à-dire, ce que les études du genre ont amené, c'est l'idée que il y a un mâle et une femelle, ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas parce que c'est pas pareil qu'il y a une différence de hiérarchie. À l'instar de toutes les études qui ont soutenu la lutte Et contre on le sait qu'il y a encore racisme. un peu de boulot Ce n'est là-dessus, pas mais- nier les différences, c'est lier, c'est en tout cas contester les hiérarchies qu'on peut... On est bien d'accord. Voilà. Alors, messieurs, excusez-moi, il reste très très peu de temps et j'avais quand même envie de terminer par une question pour vous, Daniel, puisque ça concerne l'enfance, mais peut-être qu'Antoine aussi a vous parlez, vous traitez aussi dans votre livre de la situation extrêmement répandue, les parents donc séparés, divorcés, qui ont aussi beaucoup de difficultés, encore plus de difficultés que les autres à faire accepter la frustration à leurs parents. En tout cas, ils culpabilisent tellement fort que du coup, eux aussi sont encore plus que les autres dans cette situation où il faut faire plaisir à l'enfant. Qu'est-ce que vous conseillez à ces parents-là, au fond C'est effectivement des situations difficiles et la séparation des parents complique les choses, d'autant que beaucoup d'enfants qui sont pas nécessairement des anges. Les enfants ne sont pas des anges. Ils ont aussi leur propre logique, et la logique du désir, comme on l'a vu, etc. Donc, ça, vous l'avez dit, ça complique la vie des parents. Divorcer, on disait comme ça, le couple conjugal se sépare, mais le couple parental reste toujours uni. C'est une belle parole, mais je crois que ça ne correspond pas à grand-chose. En revanche, quand des parents divorcent, il faut qu'ils acceptent, chacun de leur côté, de renoncer à ce que l'autre parent se comporte comme eux voudraient qu'il se comporte. Le nombre de parents qui disent « il faut que leur père fasse comme ça » ou « il faut que leur mère fasse comme ça », c'est-à-dire ils continuent à être dans des exigences de comportement de l'autre parent sous l'éducation. Renoncer, c'est renoncer à effectivement que l'autre fasse comme il a envie de faire. Mais évidemment pas s'il y a des questions de violence physique ou sexuelle. Tout à fait. Mais à partir de là, si le parent ne fait pas faire les devoirs à l'autre, et donc dans ce renoncement, il faut dire à l'enfant, ça se passe comme ça avec ta maman, mais pas avec moi, ou ça se passe comme ça avec moi, mais pas avec ton papa. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et tu verras qu'il y aura deux parents qui ont des idées différentes. Ça te permettra précisément de choisir. Eh bien, merci infiniment, Daniel Marcelli, Antoine Perrier. Voilà, merci infiniment. Merci pour votre ouvrage. Trop de choix, bouleverse l'éducation chez Odile Jacob, à retrouver, à découvrir d'urgence dans les bonnes librairies. Merci, messieurs. Merci, et bon courage à tous les parents qui nous écoutent.